Professionnel de la santé mentale, qu'est-ce qui a remis en question tout ce que vous croyez savoir sur ce métier? J'ai exercé dans l'aile la plus dure du pire service psychiatrique de la région, et un samedi matin, ma collègue, forcée par une annulation de dernière minute de sa nounou, a emmené sa fille de 10 ans, Poppy, installée avec ses devoirs et quelques biscuits. La petite restait bien sage pendant que nous commencions la tournée. Tout allait bien jusqu'à ce que ma collègue, appelons-la Becca, propose à Poppy de lui montrer l'aile d'observation, cette zone sécurisée où les familles peuvent apercevoir les patients derrière une vitre blindée. À peine arrivée, Poppy a désigné un garçon derrière la vitre, Alan, 11 ans à peine, notre cas le plus violent. 2 semaines plus tôt, il avait mordu une infirmière jusqu'à l'os et, le mois d'avant, il avait fracturé le crâne d'un aide-soignant avec un plateau repas. Ce gamin avait frôlé l'irréparable avec son père d'accueil. Pourtant, en voyant Poppy, Alan s'est figé, a posé ses mains sur la vitre et l'a fixée intensément. Poppy s'est approchée, a placé ses petites mains en face des siennes. Maman, je peux lui parler? Becca l'a tiré en arrière d'un geste si brusque que Poppy a failli trébucher. Elle a emporté sa fille jusqu'à la salle de repos, pendant qu'Alan, déchaîné, frappait la vitre à la faire trembler. 20 minutes plus tard, l'heure des activités matinales a sonné. Les portes des chambres s'ouvraient, laissant même les patients les plus imprévisibles circuler librement dans les parties communes pendant 1 heure. C'est là que Becca a surgi en pleurs dans le couloir. Où est Poppy? Le sang ne m'a fait qu'un tour. Poppy avait disparu, et la carte magnétique de Becca n'était plus dans sa poche. Très vite, on a compris. Poppy avait dû la prendre et se promener seule dans l'établissement, avec accès à tous les patients, même les plus dangereux. Une seule erreur, et c'était le drame. Je me suis précipitée vers l'aile des enfants, tandis que Becca fouillait les postes de soins. Chaque seconde me paraissait interminable. Impossible de ne pas penser à ce dont certains patients étaient capables, à ce que certains avaient pu faire à des filles de l'âge de Poppy. C'est là que Becca m'a appelée à la radio, paniquée, haletante, pour que je la rejoigne à la salle d'activité. J'ai couru jusqu'à en perdre le souffle. En arrivant, j'en avais les mains qui tremblaient. Alan et Poppy étaient assis, en tailleur, l'un en face de l'autre. Alan pliait du papier, concentré sur ses origamis, sous le regard attentif de Poppy. Il n'avait jamais partagé cette passion avec personne. Il parlait tout doucement, à voix basse, impossible de saisir leurs mots. Becca et moi, livides, nous échangions un regard inquiet. Nous connaissions le potentiel de violence d'Alan, la rapidité avec laquelle il pouvait déraper. Il avait paralysé sa propre petite sœur. Un simple souvenir douloureux aurait suffi, et Poppy n'aurait eu aucune chance. J'ai fait un pas vers eux. Aussitôt, le corps d'Alan s'est tendu. Il a froissé le papier dans sa main et serré la mâchoire. Cette tension si caractéristique, annonciatrice de violence, raidissait déjà ses épaules. Instinctivement, j'ai reculé. Et soudain, Poppy a posé sa main sur le bras d'Alan. Becca a poussé un cri de peur, porté par son instinct maternel, prête à bondir. Mais contrairement à ce à quoi nous nous attendions, Alan n'a pas explosé. Il a baissé les yeux vers la main de Poppy, et peu à peu, toute son agressivité s'est dissipée. Becca a continué d'approcher, prudemment, jusqu'à pouvoir demander à sa fille de la suivre. Poppy, un peu déçue, s'est levée. Je peux venir te voir demain? A-t-elle lancé à Alan. Il a hoché la tête, une seule fois, puis les a regardés s'éloigner, avec une expression qu'on ne lui connaissait pas. On aurait dit qu'il venait de réaliser juste un instant que la gentillesse pouvait exister, avant qu'on ne la lui enlève aussitôt. Ce soir-là, Alan a prononcé ses premiers mots depuis son arrivée. Où est Poppy? Le lendemain, Becca l'a ramené. J'ai choisi de couvrir leur présence pendant que Poppy et Alan, séparés par la vitre de sécurité, passèrent du temps ensemble. Ils ont recommencé le lendemain, et ainsi de suite. 3 semaines durant, j'ai assisté à l'impossible. Alan a commencé à manger de lui-même, à prendre ses médicaments sans contrainte. Il a même présenté ses excuses à l'infirmière qui l'avait blessé. Son psychiatre n'en revenait pas. On n'avait jamais vu ça. Alan était, selon tous les critères, un psychopathe clinique. Mais la présence de Poppy semblait le transformer en profondeur. Malheureusement, après 4 semaines, l'administrateur de l'hôpital Jeffrey a découvert la situation. Il a débarqué, furieux, menaçant de nous licencier sur le champ, parlant de procès, de risques, hurlant que la moindre blessure de la fillette ruinerait sa carrière. Il a posé un ultimatum à Becca. Arrêter d'emmener Poppy ou être mise à l'écart. Mais Becca n'a pas cédé. Elle a mobilisé toutes ses économies pour engager le meilleur avocat du coin, qui a réussi à faire valoir un précédent juridique pour permettre l'intervention thérapeutique. Bref, il a été démontré qu'avec une surveillance médicale appropriée, les visites de Poppy devaient être autorisées à continuer. Pourtant, 2 jours avant la reprise officielle ordonnée par le tribunal, Becca a voulu annoncer la bonne nouvelle à Alan en avance. Mais sa chambre était vide. L'infirmière de nuit nous a expliqué qu'il avait été transféré discrètement durant la nuit, sur ordre de Jeffrey qui avait signalé un incident exigeant son placement immédiat en unité de sécurité maximale. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.